Bonjour ou rebonjour à tous, merci de nous rejoindre ou de continuer à nous suivre. Notre webinaire se poursuit donc et pour rythmer cette matinée entre les différentes tables rondes qu'on vous propose, il y a aussi des interviews en face à face avec des acteurs importants de l'univers du podcast de sport. J'ai donc en face de moi Aude Baron, rédactrice en chef d'Eurosport.fr. Bonjour Aude. Bonjour Alexis, bonjour à tous et toutes. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir et de mieux comprendre quel rôle joue le podcast dans la stratégie globale d'Eurosport.fr. Juste avant d'évoquer tous ces sujets passionnants, je voudrais préciser et rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent interagir via l'onglet chat. Vous pouvez notamment nous dire si vous écoutez des podcasts Eurosport par exemple. Si vous avez aussi envie de poser des questions et interpeller directement Aude, l'onglet spécifique questions. Aude, pour commencer, est-ce qu'on peut présenter rapidement Eurosport.fr et surtout la gamme de podcasts que vous proposez, qui est assez imposante. 18 podcasts natifs produits jusque-là, dont 12 actifs à ce jour. C'est vraiment très important. Et on fera ensuite un focus sur certains de ces podcasts. Alors je précise, 18 podcasts natifs, ça dépend ce qu'on appelle, natif puisqu'il y a beaucoup de podcasts en fait qui sont, tout simplement les bandes son de nos émissions, et ça fait lien avec, ce qu'est Eurosport.fr. Aujourd'hui, on est le deuxième site média sport en France, derrière l'équipe, et Eurosport, on s'inscrit en fait dans un grand réseau puisque la force notamment d'Eurosport, c'est d'être un média, à la fois, linéaire et digital, dans une quinzaine de pays européens. Voilà. Est-ce qu'on peut parler plus précisément de l'historique peut-être Mmh, de l'offre de podcast? Je crois que ça a mmh. commencé par Les Grands Récits en 2019, dont on aura l'occasion de reparler, un podcast qu'on a recommandé déjà sur Podio et qu'on recommandera à nouveau. Et ensuite, je crois que la période Covid en 2020 a aussi incité à développer un peu plus le podcast et certains formats. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, on à partir de 2018, alors il faut que je rende hommage à Pierre-Olivier Boucher qui n'est plus à Eurosport, mais qui a été, le directeur des rédactions d'Eurosport pendant de longues années et qui poussait beaucoup pour qu'on aille sur les podcasts avant tout parce que lui était, un grand amateur, un grand, écouteur de podcasts. Et en fait, la question, c'était pourquoi on y va et comment on y va? Parce qu'en soi, produire des podcasts, c'est bien, mais nous, on est un groupe, donc en fait, il faut remplir certains objectifs, et donc ça a pris ça a pris un peu de temps, et surtout en tout cas, ce que moi je ne voulais pas par ma position, c'était me mettre à produire, heu, sans une direction particulière puisque produire un seul podcast, c'était pas trop l'idée. C'est de se dire: «On met une petite graine pour ensuite construire un réseau avec, une offre déterminée». Heu, les grands récits, c'est né tout simplement, souvent la serendipity, entraîne à de bons projets. J'ai rencontré Pierre Orlac et qui est le fondateur de Bababam et on avait pris un déj, mais alors, de manière tout à fait informelle juste pour faire connaissance et et je me suis dit: «Il a l'air sympa, j'ai envie de bosser avec lui». On a réfléchi à un projet et en fait, c'est venu assez naturellement. On avait le format Les Grands Récits qui a été, créé par, Laurent Vergne et Maxime Dupuis, qui sont, 2 grandes plumes d'Eurosport France. Et en fait, ce sont des récits écrits initialement, qui sont publiés chaque semaine sur les sites. Quand je dis c'est des récits écrits, c'est grand sur le fond et la forme puisque, la lecture prend environ 20 minutes et je m'étais dit, en discutant avec Pierre, le caractère, ce qu'on appelle evergreen, donc vraiment, totalement sorti de l'actu de ce format, permettrait d'être adapté aux plateformes, parce qu'on peut les écouter, n'importe quand. Et donc, on en a discuté avec Pierre très concrètement et 1 mois et demi après, le premier grand récit sortait et depuis, c'est le top format d'Eurosport et comme tu le disais ensuite, mais ça on va peut-être en reparler, dans le confinement a donné un gros coup d'accélérateur. Donc, si je comprends bien, les questions qui se posaient pourquoi et comment ont trouvé leur réponse à ce moment-là. Et c'est Les Grands Récits qui a inauguré la suite de la série. On peut enchaîner d'ailleurs ensuite Mmh. avec la période Ouais. de Covid. Alors écoute, le pourquoi, on se disait: les grands récits, ça va permettre, de, toucher une, audience qui reste longtemps. Et donc, de créer un vrai lien avec Eurosport. Et la deuxième chose, moi, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'était ces récits, en fait, ça raconte l'émotion, l'histoire d'hommes et de femmes dans le sport. Et ça nous permettait de toucher une communauté qui n'est pas forcément fan de la performance, fan des résultats tels qu'on les rapporte essentiellement sur eurosport.fr, mais
des belles histoires et donc c'était ça l'objectif principal. C'est vraiment toucher une nouvelle communauté qui va être engagée avec Eurosport. Et ensuite en fait, bah, pendant le confinement, comme, j'imagine beaucoup de médias, on s'est retrouvés tous chez nous et en fait on a donné un énorme coup d'accélérateur parce qu'on s'est retrouvés d'une part avec une éditoriale à totalement, remettre en place, et puis, il y a eu une double conjonction. D'une part, comme on était tous chez nous, on s'est tous équipés et nous n'avions plus ce qu'on voyait à l'époque comme une contrainte studio d'enregistrement, vidéo, et on s'est dit que de chez nous avec, ces jolis petits casques, ben, on pouvait tout simplement tourner nos émissions en podcast et les émissions, on les a tournées en visio en fait, hein, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que, beaucoup de commentateurs comme à l'époque alors le site à l'époque du confinement a continué de tourner. En revanche, souvenez-vous, il y a 2 ans, le sport s'est arrêté, donc nos droits aussi se sont arrêtés, et beaucoup de commentateurs se sont retrouvés, bah, sans boulot. Alors sans boulot du côté du commentaire, mais on s'est réorganisé et certains ont pris en charge justement des émissions, alors c'est là on parle de podcasts, mais moi j'appelle ça des vodcasts puisqu'ils sont à la fois en vidéo et en podcast et c'était une super opportunité à la fois pour créer de nouveaux formats, vidéo et audio et puis créer une synergie entre les équipes digitales et linéaires et maintenant d'ailleurs on bosse vraiment tous ensemble. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le podcast, c'est aussi l'endroit où se retrouvent les équipes d'Eurosport.fr et les équipes d'Eurosport, la chaîne de télé, journalistes et même certains consultants qui viennent incarner des podcasts, Mmh. sur votre site. Ouais, absolument. Alors j'irai au-delà du podcast, c'est vraiment, vidéo et podcast. Parce Mmh. qu'en fait, nous, notre objectif, c'est, on fait rarement un format, sauf peut-être l'écrit, mais sinon dès qu'on fait de l'audio ou de la vidéo, l'objectif, c'est vraiment d'être multiplateforme. Et effectivement, en fait, ben, on s'est dit, «Exploitons les talents que nous avons à la maison». On a, d'excellents animateurs. S'ils savent, animer, une émission, sur un plateau télé, il y a aucune raison qu'ils ne sachent pas le faire sur un podcast. Et aujourd'hui, Guillaume Di Grazia anime Bistro Vélo, Gilles Delaposta, anime Les Fous du volant et cetera. Donc voilà, ça a permis de créer de belles synergies et puis en plus surtout, c'est que, on a des personnes talentueuses qui sont en première ligne des podcasts. Donc là, on parle peut-être plutôt des podcasts de talk que vous avez sur des sports Mmh. identifiés, le foot, le cyclisme, on en a parlé, le tennis, le rugby, la F1 et il y a aussi malgré tout une vraie offre de podcasts, natifs qui sont des vrais contenus Mmh. audio que vous produisez, et qui ne sont disponibles qu'en podcast. Les grands récits, on en a parlé, même s'il y a une déclinaison écrite, à l'origine, mais aussi, un format court qui est assez récent, Tu veux une médaille, on va peut-être en parler également. Belle Trace, qui est aussi un podcast assez récent. Et dans vos dernières productions, dans vos dernières créations, on sent qu'il y a cette envie d'aller toucher l'auditeur de podcast, réellement. Bah, en fait, ça pour le coup, l'objectif c'était aussi de se dire, en gros en termes de distribution, moi je me dis que nous avons, 4 canaux principaux. Le site, le partage sur les réseaux sociaux, Google et en l'occurrence des plateformes spécifiques et en l'occurrence les plateformes audio. Ce dont on se rendait compte, c'est que, pour toucher une audience vraiment spécifiquement podcast, si on a un format qui est ce qu'on appelle nous native podcast, donc dès le départ prévu pour du podcast, c'est vrai que l'expérience sonore, souvent, est meilleure. D'ailleurs, Les Grands Récits, c'est produit par, Bababam. C'est vraiment une coproduction puisque nous fournissons l'écrit, et Bababam assure la production. Pour le coup, en fait, l'expérience sonore, c'est vraiment au cœur hein, du format. C'est vrai que sur nos émissions, comme il faut qu'on jongle sur plusieurs plateformes, il faut pas se mentir, parfois le son et pas, c'est un équilibre, qu'on trouve en fait. C'est juste se dire sur les grands récits, on mise tout sur le son et sur les autres, on distribue en fait la qualité. Si on rentre un petit peu dans le détail également de votre catalogue, il y a 2 podcasts Championne du monde et Mmh. Ultra Talk, pardon, que vous avez en quelque sorte repris. C'était des podcasts, indépendants à l'origine, qui étaient assez, matures et performants, qui avaient des communautés déjà constituées et que Eurosport.fr, héberge et diffuse depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi cette partie-là de la Mmh. stratégie qui complète le reste de la gamme? Mmh. Alors ça a commencé alors le premier podcast dont nous avons acheté les droits, c'était, Échange qui était produit par Mmh. Antoine Bento. Et ensuite, donc il y a eu, Ultra Talk d'Arnaud Manzanini et Championne du monde de Cléo Hénin. En fait, le constat, alors déjà, j'étais partie du fait que c'est des podcasts que je trouvais très quali, et notamment alors Échange, c'est parce qu'il y avait vraiment une, conjonction de nos communautés puisque c'était très tennis et Ultra et Championne du monde, là, pour le coup, au niveau de les communautés, je m'étais dit: «Ils touchent des communautés qui ne sont pas les nôtres», puisque sur le site, on traite très peu
des sports extrêmes et d'endurance et championne du monde, elle aborde vraiment le prisme du sport féminin et c'est une brique qui nous manquait cruellement, sur nos plateformes, et donc je les ai tout simplement contactés et là l'objectif, il était, je dirais, double. C'était de se porter acquéreur de podcasts qui donc permettaient de toucher des communautés complémentaires des nôtres et ensuite, surtout, qui avaient une communauté assez solide sur les plateformes d'écoute. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie de notre audience, est générée grâce à la page d'accueil d'eurosport.fr sur laquelle on link nos podcasts. C'est une des questions que je voulais poser également. Il y a un vrai enjeu de découvrabilité aussi des podcasts. C'est super de produire 12 podcasts natifs et des bons podcasts natifs. Encore faut-il aller les découvrir. Comment vous travaillez justement cet aspect-là? Comment vous faites en sorte, comment vous amplifiez la diffusion de vos podcasts? Mmh. Bah, pour moi, ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Produire des podcasts, c'est facile. Mmh. En revanche, les faire découvrir, ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. Aujourd'hui, on se sert, de la page d'accueil du site et on travaille, bah, toujours avec, Bababam avec qui on travaille vraiment main dans la main. Ils ont une solution qui s'appelle Podinstall, qui est une page web, optimisée et qui permet d'offrir une bonne expérience utilisateur quand on consulte un podcast depuis le site. Les réseaux sociaux, c'est compliqué, chez nous en tout cas, de vendre un podcast et puis, du travail avec, les plateformes d'écoute, ça c'est du lobbying, et on compte surtout là-dessus enfin du lobbying, c'est de la discussion et surtout c'est, bah, de la, on va dire faire concorder, l'agenda, des plateformes audio. Par exemple, en ce moment, il y a Roland-Garros. Bon, bah, on a vu que plusieurs plateformes, dont Spotify et Apple, avaient fait une mise en avant de notre podcast Deep Impact en valorisant, Arnaud Di Pasquale et ça, c'est sûr que quand on a une incarnation majeure, comme Arnaud, les plateformes, on sait qu'elles apprécient notre podcast, La Stream Team, qui est le podcast animé par, Martin Mosnier et Maxime Dupuis. C'est sûr que pendant la coupe du monde de foot qui va avoir lieu à la fin de l'année, Mmh. on peut espérer une mise en avant. Voilà, donc c'est très compliqué et pour moi, c'est vraiment là le cœur du sujet, et c'est pour ça que, pour revenir sur championne du monde et ultra, ça a été un enjeu majeur, heu, qu'ils ne dépendent pas de nous, en fait. Voilà, enfin qu'ils ne dépendent pas de la plateforme Eurosport. Sans forcément donner de chiffres, quels sont les principaux succès de votre offre de podcast et surtout, est-ce qu'elle est en progression? Alors, elle est en progression. Surtout là, en ce moment, on est en train de réduire un peu, la production. Vous le disiez, on a produit 10 podcasts en tout, il y en a 12 aujourd'hui qui sont actifs. On avait un podcast, par exemple, lancé à l'occasion du confinement qui, c'est le plus fort, qui marchait très, très bien, mais qu'on a décidé d'arrêter. Bon, un pour des questions, de production qui n'étaient pas simples et 2 parce que l'audience dépendait principalement du site. Donc on s'est dit, «C'est super d'avoir une forte audience, mais en fait, c'est pas complémentaire au niveau des communautés qu'on peut toucher». Et puis, et au niveau donc des top, formats, on va dire, les grands récits, c'est le métronome, c'est le succès, avec vraiment une bonne répartition, de notre audience. Enfin, c'est pas très étonnant, c'est le podcast sur lequel on a le plus investi à la fois sur le fond, la forme et la distribution. Ultrato, qui est championne du monde, sont aussi très, très réguliers. Et puis les autres podcasts, disons que ce sont des podcasts saisonniers, qui Mmh. s'arrêtent notamment pendant les vacances, pendant les vacances d'hiver, puisque les saisons de sport, s'arrêtent à ce moment-là. Mais les Fous du volant et la Stream Team, ça, c'est vraiment des podcasts aussi, qui marchent, très, très fort. Il Quand est je dis très 11:00. fort, c'est que c'est, voilà, c'est plusieurs, dizaines de milliers d'écoutes à chaque fois. Il est 11h17, on va passer dans un instant à la table ronde, mais j'ai encore 2 questions dans le chat à vous poser et une dernière un peu plus, globale. Dans le chat, il y a Alexandre qui nous demande si, vous, alors j'imagine les podcasts d'Eurosport ont déjà parlé de paratennis, de tennis fauteuil et j'enchaîne avec la deuxième question de Paul Adrien. Réfléchissez-vous à élargir l'offre de podcasts sur d'autres catégories couvertes aujourd'hui par Eurosport à l'écrit, mais pas encore en audio? Alors pour répondre à la première, dans échange, il y avait eu alors je suis désolée, je connais pas tous les épisodes par cœur, mais on avait eu un invité, est-ce que c'était pas Michael Jérémia? J'ai un petit doute, et pour la deuxième question, est-ce que vous pouvez répéter l'intitulé? Parce que j'ai pas très bien Réf compris la question. Réfléchissez-vous à élargir l'offre de podcasts sur d'autres catégories couvertes aujourd'hui par Eurosport à l'écrit, mais pas encore en audio? Peut-être des sports, qui sont, largement couverts sur le site internet, eurosport.fr à l'écrit, mais qui n'auraient pas aujourd'hui de podcast, dédié.
Bah, aujourd'hui, les sports piliers d'Eurosport ont tous leur Oui. podcast. Le seul qui n'a pas de podcast, c'est le winter, tout ce qui va relever des sports d'hiver, principalement alpin et biathlon. C'est vrai que les sports d'hiver, ça marche bien à la vidéo. Pour le podcast, en fait, c'est une période hivernale qui est trop courte. Donc, non, pour l'instant, nous, notre stratégie, c'est plutôt justement de resserrer la production pour mieux se concentrer sur la distribution. Et de pas multiplier le nombre de podcasts, mais de, faire, croître l'audience. Merci pour ces réponses. On a encore plein de questions à vous poser. Malheureusement, il y a une nouvelle table ronde qui arrive dans un instant et qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Aude, une dernière question quand même pour finir et pour reprendre l'intitulé du webinaire. Est-ce que l'avenir du podcast du sport est radieux selon vous? Alors moi, je serais moins optimiste, que les prédécesseurs. En termes d'intérêt de production, j'en suis absolument convaincue parce que, ça offre une super expérience utilisateur. Après, en termes justement de découvrabilité d'audience, si on se place du point de vue média, en fait, disons qu'un particulier va faire ça par passion. Et moi, je me souviens à l'époque, j'ai eu un blog pendant 10 ans, il y a 10 ans, c'était mon bébé, c'est mon blog, donc et on n'est pas du tout sur la même échelle à la fois, d'audience et surtout, d'objectifs de revenus. À l'échelle d'un média, c'est quand même compliqué aujourd'hui, vu le nombre, d'acteurs sur le marché du podcast. C'est compliqué de se faire une place. Donc radieux au niveau de la production et de l'expérience utilisateur, oui. Radieux au niveau du retour sur investissement, mitigé. Bon, c'est une thématique qui va complètement concerner la table ronde suivante. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler avec nos différents invités. Merci beaucoup, Aude Baron, d'avoir participé à ce Merci à vous. webinaire et répondu à nos questions. C'était vraiment très intéressant de comprendre la démarche d'Eurosport.fr dans le podcast.